Chers lecteurs, chers abonnés et chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure passionnante. Après le succès incroyable de notre premier numéro Ukraine, la vérité qui dérange, nous sommes fiers de vous annoncer la sortie de notre deuxième numéro consacré au chaos migratoire. Grâce à votre incroyable soutien et à votre engouement, notre premier numéro a connu un véritable succès. Vos réactions enthousiastes, vos partages et vos retours positifs nous ont touchés et nous ont encouragés à poursuivre cette belle aventure. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour créer un deuxième numéro encore plus captivant, plus inspirant et plus riche en contenu. Dans ce deuxième numéro, Immigration, chaos organisé, vous trouverez une multitude d'articles passionnants, des interviews exclusives ainsi qu'une série de photos de nos documentaires de terrain, particulièrement ceux réalisés en Afghanistan et sur les traces de l'immigration. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu. Votre engagement et votre passion pour notre magazine ont été le moteur de notre motivation pour aller plus loin et pour vous offrir le meilleur de nous-mêmes. Votre fidélité nous a également permis de faire connaître notre magazine à un public encore plus vaste, ce qui est une véritable fierté pour nous. Alors préparez-vous à vous plonger dans ce deuxième numéro avec autant d'excitation que nous. En achetant notre magazine, en le partageant avec vos proches et en nous faisant part de vos impressions, vous nous aidez à continuer à grandir et à créer du contenu qui vous passionne. Nous savons que vous êtes conscients de l'importance d'une presse libre et objective. Du fond du cœur, merci. Merci d'être à nos côtés. À très vite. Chers auditeurs d'Omerta, merci d'être présents à nouveau pour ce grand entretien. Alors aujourd'hui, je reçois Julien Dray, ancien député du Parti socialiste et aujourd'hui chroniqueur sur CNews, commentateur de la vie politique française. Merci Julien d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à Omerta aujourd'hui. J'ai juste une question. Vous avez que des auditeurs ou vous avez aussi des auditrices ? On a aussi des auditrices, non, bien ça sûr. va, c'était pour me rassurer. Bien sûr, quand je dis auditeur, je reste un petit peu vieux jeu. Donc, non, ouais, c'est pour ça. Voilà. Mais bien sûr, alors, parlons. Nous avons aussi des auditrices, bien sûr, et nous les saluons. Voilà. Ma première question, aujourd'hui, c'est, vous êtes un des fondateurs en 1984 d'SOS Racisme, vous en étiez le vice-président. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé ce choix à ce moment précis ? J'ai conçu, en fait, SOS Racisme. Je l'ai conçu quelques mois avant la fondation, c'est-à-dire en octobre 84. Et je l'ai conçu parce qu'on était dans l'émergence du Front National à l'époque. Il y avait une grande agitation autour de l'émergence du Front National, notamment autour d'élections qui étaient des élections municipales, où toute une partie des villes de la banlieue rouge basculaient. Aulnay-sous-Bois, le Valois, Antony... Dreux. Dreux, c'était avant l'été 80. C'était l'été 83, mais c'était... et donc, à chaque fois qu'il y avait ces élections municipales, on appelait ça les dimanches noirs, voilà, parce que c'était pour la gauche vraiment des bascules importantes. Il y avait des bagarres, des affrontements. En tous les cas, et notamment, il y avait deux pôles qui se constituaient, c'est-à-dire, souvent, c'était des listes de droite qui gagnaient, mais le Front National avait fait un bon score au premier tour, et souvent il appuyait, ou il servait même de supplétif au deuxième tour. Et en face, il y avait une gauche qui était un peu désespérée, parce que voilà, elle n'arrivait pas à s'opposer à cette montée en puissance. Et donc, souvent, il y avait des batailles. Les uns évoquaient la résistance, le chant des partisans, la peste brune qui revenait. Donc, c'était une référence historique permanente. Et de l'autre, il y avait effectivement ces groupes qui étaient souvent venus de la faculté d'Assas ou d'autour de ça, quoi, et qui étaient là. Et donc, moi, je me suis retrouvé à une ou deux reprises à aller voir ces résultats. Et il y avait quelque chose qui me gênait parce que je sentais que cette confrontation traditionnelle entre, je dirais, l'extrême droite et l'extrême gauche, alors qui bordait un peu sur la gauche traditionnelle d'ailleurs aussi, elle allait être impuissante, voilà, et notamment pour la gauche, voilà. Et donc j'ai cherché dans ma tête comment on pouvait éviter ce face-à-face qui était un peu simpliste. Entre d'un côté l'extrême droite qui disait dehors les rouges, quoi, en gros, parce que c'était ça aussi, hein, c'était on est en train de reprendre pied dans la banlieue rouge, etc. Cette gauche historique qui savait pas bien comment répondre autrement que par cette référence à l'histoire, voilà. Et donc j'ai
conçu SOS comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, on peut pas mener une bataille. C'est pas une bataille de service d'ordre, voilà, pour faire court. C'est pas une bataille casque noir contre casque rouge, etc. À la passe. C'est une bataille culturelle qu'il faut mener, idéologique, et il faut s'appuyer sur les nouvelles générations. Voilà. Et qu'est-ce qui, dans ce cadre-là, était un élément fédérateur pour les nouvelles générations? C'était la musique, c'était le mélange musical qui existait à l'époque, ce qu'on appelait le mélange multiculturel, etc. Voilà. Et surtout, c'était la sociologie de l'époque. Parce que par rapport à ce qui s'est passé par la suite, dans les quartiers, il n'y avait pas de différence. Voilà. Au premier étage, moi j'ai vécu dans les HLM, au premier étage, il y avait un Chinois, au deuxième, il y avait une famille maghrébine, au troisième, il y avait une famille, voilà, au quatrième, voilà, ou l'inverse, hein, je ne fais pas de hiérarchie, mais c'était très mélangé. Ouais. Voilà. Et on était assez copains. Au lycée, voilà, il n'y avait pas de, voilà, et donc il y avait une forme de fraternité qui existait, sans distinction, voilà, et donc j'ai conçu SOS comme une association qui était à la fois jouait à la fois sur la génération, à la fois sur le plan culturel et à la fois aussi sur la modernité, c'est-à-dire la capacité à je dirais, faire de l'agite-propre, parce que c'était le terme à l'époque, agitation, propagande, quoi, c'est-à-dire intelligente, dynamique, voilà. C'est comme ça que je l'ai conçu dans ma tête, et donc on a été un groupe, j'avais un groupe de copains et de copines, qui étaient pour la plupart des anciens trotskistes avec moi, qui avaient été dans les années 70, et bon, on a décidé, je leur ai proposé et de mettre en place cette association. Et le choix du président découlait pour moi du fait qu'il fallait une figure un peu moins marquée politiquement que la mienne, qui avait quand même déjà... D'où Harlem Désir. Voilà, d'où Harlem Désir. Par ailleurs, je trouvais effectivement que le nom d'Harlem Désir était symbolique. Par ailleurs, il était symbolique aussi de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, je lui ai proposé de prendre la présidence, il l'a pris, il y avait un groupe. Et celui qui a inventé la formule, à l'époque, touche pas à mon pote, on le revoit... en ce moment sur les plateaux télé, c'était Didier François, que nous, on avait surnommé Rocky. Bon, il a, comme tout le monde, bien changé ou bien Didier évolué. François, journaliste, grand reporter, et ancien otage. Voilà, ancien otage, etc. Mais à l'époque, c'était une bande de copains qui étaient ensemble dans le syndicalisme étudiant. C'est ça qu'il y avait. Voilà, moi, j'avais été secrétaire général du mouvement d'action syndicale pendant un temps, et c'était un peu l'équipe de direction de ce petit syndicat qui avait fusionné pour faire l'UNEF. ID, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et voilà, donc on a lancé ça. Moi, j'avais conçu tout ça, quoi, le fonctionnement, SOS Racisme, le numéro de téléphone pour les gens qui étaient victimes d'actes racistes, la campagne avec le badge. Alors le badge, ce qui m'avait inspiré, c'était qu'en 1980, quand il y a eu le coup d'État de Jaruzelski en Pologne, il y avait une grande solidarité et tout le monde portait un petit pins avec le sigle de Solidarność, qui était le syndicat de Jaruzelski, syndicat de Lech Walesa contre Jaruzelski. Voilà. Donc je suis parti comme ça. Voilà. D'accord. Et voilà. Alors après, on a travaillé, l'équipe a travaillé, etc. Mais je l'ai charpenté comme ça. Est-ce que on peut dire que ça correspondait peut-être à une période, vous avez parlé des dimanches noirs, vous avez évoqué ces dimanches noirs, où vous avez constaté finalement le glissement d'une partie de l'électorat populaire vers le FN et qu'il vous fallait un autre électorat. Et du coup, est-ce qu'il y avait une manière, une idée de compenser ? Non. Un peu comme ce que fait la NUPES aujourd'hui. Non, on n'était pas du tout dans le même, on n'est pas du tout dans le même scénario. On avait effectivement un basculement dans les banlieues ouvrières, mais c'était pas, comment dire, la démarche, c'était pas on cherche un électorat pour un autre. Au contraire, c'est on reconquiert l'hégémonie culturelle. On reconquiert l'hégémonie culturelle en s'appuyant sur les jeunes générations, avec l'idée que les jeunes générations allaient entraîner les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur le fond, pendant un temps. Voilà. Ce qui s'est passé à partir du printemps 1985, quoi. SOS n'était pas qu'un mouvement de jeunes. Il y a toute une génération plus ancienne, plus adulte, qui a participé à la fois au concert, qui a adhéré, etc. etc. Voilà.
Ensuite, comment... Alors, déjà, une question par rapport à cette époque. On a souvent accusé François Mitterrand, à l'époque, d'avoir fait monter le FN pour diviser la droite et ainsi se maintenir au pouvoir. Vous qui en fûtes, quelle idée avez-vous sur cette question ? Je vais vous répondre ce que François Mitterrand a répondu et m'a répondu à moi-même. Il dit, c'est pas moi qui ai inventé le Front National. Je ne l'ai pas inventé. Et c'est pas moi qui ai fait alliance avec lui. C'est la droite qui a, à partir de cette fameuse élection municipale de Dreux, fait alliance avec le Front National, l'intègre, ou est tenté de l'intégrer dans sa famille politique. Et après, lui, c'est un homme politique. Il appuyait où ça faisait mal, parce qu'il y avait un problème. Et il a fallu attendre un certain temps pour que la droite décide une bonne fois pour toutes. C'est Jacques Chirac qui le fait, mais de faire le barrage, de prendre la responsabilité. Je préfère perdre une élection que perdre mon âme. Voilà, mais je vous rappelle que pendant tant de temps, des gens que je respecte par ailleurs, mais des gens comme Charles Pasqua disaient on a les mêmes valeurs que le Front National. Donc il y avait à l'époque, il y avait, et c'était le Front National de Jean-Marie Le Pen. C'était pas le Front National de Marine Le Pen. Oui, vous faites le distinguo. Oui, je fais le distinguo. Vous avez été beaucoup critiqué pour ça. Oui, j'étais peut-être critiqué, mais c'était pas la même chose. Je veux dire, ce Front National-là, il puisait ses racines dans ce qu'avaient été les mouvements d'extrême droite des années 60, et notamment le fameux mouvement qui s'appelait Occident, dans lequel se sont retrouvés après un certain nombre de dirigeants de la droite traditionnelle, mais aussi de ce qui avait été le Parti des Forces Nouvelles, etc. C'était pas des gens polis et gentils. Il y avait beaucoup d'anciens de la guerre d'Algérie qui se retrouvaient là, d'anciens militaires, d'anciens cadres de la guerre d'Algérie. Voilà. Vous avez évoqué la cohabitation au sein des immeubles que vous avez connus dans votre jeunesse. Vous avez utilisé le terme, c'était sympathique, il y avait une convivialité. Comment vous avez évolué sur les questions migratoires ? Moi, ce n'est pas les questions migratoires qui m'ont posé problème au départ. Moi, si vous voulez, dans le travail que fait SOS, il y a un travail que tout le monde a vu, très, très, très dynamique, très festif, etc. Mais il y a tout de suite l'idée qu'il faut réfléchir à éviter la ghettoisation. On appelait tout de suite, on a vu le danger qu'il y avait, et donc les ségrégations qui découlaient de ça. Et c'est pour ça qu'il y a une émission qui va marquer beaucoup l'opinion publique, qu'on avait énormément préparée avec Harlem Désir. C'est une fameuse heure de vérité qu'il fait en août 87, fin août 87, et où, à la surprise générale, il vient pas, parce que c'était pas du tout... C'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on s'opposait même avec les groupes d'extrême gauche qui avaient monté le Scalp, la section carrément anti-Le Pen, ou même Jean-Christophe Cambadélis qui va monter par la suite, le manifeste contre le Front National, etc. Nous, le F comme fasciste, M comme nazi, on trouvait que ça percutait pas du tout. Au contraire, on était dans un face-à-face qui ne faisait pas avancer les choses, et surtout qui peut-être faisait plaisir à ceux qui le prononçaient, mais n'arrivait pas à convaincre Vous, les c'était autres. plutôt la jeunesse emmerde le Front National des Berruriers Noirs. Non, nous, on était beaucoup plus réparer les cages d'escalier, réparer les cages d'ascenseur. Du concret. Voilà. Et donc, dans cette émission, à la surprise générale, Harlem Désir va faire un tabac. Il va battre les records de d'IMAT. On va en parler pendant des jours et des jours, parce qu'il dit, plutôt que de dire F comme fasciste, etc., il emploie cette image qui avait marqué. Il dit, vous comprenez, le pauvre type, pauvre entre guillemets, qui arrive dans sa cage d'escalier, qui sent les odeurs d'urine, machin, qui voit que l'ascenseur est en panne, qui voit 3 ou 4 mecs qui sont en train de porter les murs, etc., eh bien, lui, c'est vrai qu'il a un réflexe, ou il a un réflexe de se sauver, de chercher à se sauver de cette cité, ou il a envie de voter pour ceux qui vont, soi-disant, mettre de l'ordre. Donc, l'interpellation, elle était à la classe politique, c'est réparer les ascenseurs, réparer des ascenseurs, nettoyer les immeubles pour qu'ils soient bien faits, etc. Bon, et donc c'est une expression qui va être d'ailleurs reprise par Rocard par la suite. Bon, le problème, c'est que après 88, c'est-à-dire quand Mitterrand est réélu, ce qu'on attend, tous ceux qui ont soutenu SOS Racisme, et moi le premier, on attend que la gauche, prenant en considération cette volonté, mette en place, c'est-à-dire une vraie politique d'amélioration du cadre de vie, de construction d'un réseau associatif de qualité, d'encadrement social, d'encadrement scolaire, etc., etc. Et on va inventer le ministère de la ville, puisque ça va être créé en 90. Le ministère de la ville devient
soi-disant une réponse à cette question-là, en tous les cas. C'est d'ailleurs Michel Delbar, à l'époque, qui est nommé, mais c'est pas un ministère de plein droit, c'est un ministre d'État, donc Mitterrand nous dira, vous savez, ministre d'État, etc., mais c'est un ministre qui n'a aucun budget. Il dépend des autres. Donc c'est un ministère de la parole, c'est le ministère des rapports, c'est le ministère du constat. C'est pas le ministère de l'action. Il faudra attendre très longtemps pour qu'il y ait une vraie politique de la ville, alors que pourtant, ça va me permettre d'honorer sa mémoire, Roland Castro avait énormément travaillé sur la rénovation des quartiers urbains, avec le mouvement qu'il avait créé, qui s'appelait, avec Cantal Dupart, qui s'appelait Banlieue 89. Donc on avait des idées très précises sur la manière dont on pouvait restaurer la convivialité, la fraternité, et pas simplement en organisant des tournois de football sympathiques, mais en recréant, d'abord en aidant un tissu associatif qui, à l'époque, était un tissu associatif de qualité, d'animateurs de quartier, de cours du soir, de salles de sport, des choses comme ça, et d'équipements, parce que le plus souvent, ce qu'on avait constaté, c'est que les équipements se délabraient de plus en plus. Et d'ailleurs, les offices de HLM, finalement, ça les intéressait, parce qu'ils avaient des gens qui payaient leur loyer, et eux, ils dépensaient rien pour rénover. J'ai vu plusieurs présidents de sociétés de HLM qui me disaient, mais là où on gagne le plus d'argent, c'est dans ces cités-là. Bon, alors, il y en a quelques-uns qui ne payent pas leur loyer, on finit toujours par les expulser, mais nous, on ne fait rien. Bon, il n'y a plus de gardiens. Avant, moi, dans ma génération, il y avait les gardiens d'immeubles, et puis je peux vous dire que les gardiens, quand on était gosse, on faisait attention, parce que si on était un peu trop sur la pelouse, ou si on était en train de se balader dans les caves, etc., ils allaient voir nos parents, ils nous couraient après, voilà, il y a plus de moins en moins... remplacés par des digicodes. Ouais, les digicodes, voilà, de moins en moins de gardiens, de moins en moins d'associations de quartiers de qualité, parce que, voilà, alors, on a acheté la paix sociale pendant tout un temps. Le deuxième temps de ça, dans les années 90, c'est d'acheter la paix sociale en distribuant de l'argent à des associations qui souvent n'étaient pas les bonnes et souvent étaient emmenées par ceux qui avaient compris qu'il y avait un tiroir caisse dans lequel ils pouvaient se payer des vacances, quoi. Voilà. Et les pauvres associations de terrain, parce que moi j'ai eu des discussions pendant des heures et des heures avec François Mitterrand, où je lui expliquais qu'il fallait des animateurs professionnels, qualifiés, que ça était des métiers, qu'il fallait remettre des éducateurs sportifs, qu'il fallait remettre des éducateurs éducatifs, qu'il fallait... Voilà, il me disait oui, c'est très bien. Alors, je me rappellerai toujours, il prenait son stylo, son beau Waterman, là, et il me disait, oui, comment vous dites là? Oui, les maisons de quartier, voilà, parce que moi j'avais comme souvenir de ma génération, il y avait ce qu'on appelait les maisons des jeunes et de la culture. Ouais, et quand on était dans les MJC, il y avait des éducateurs professionnels. C'était pas des trucs autogérés, etc. Donc on avait des ciné-clubs, on avait des clubs théâtre, on avait des activités sportives, on allait dans les associations, dans les AS, le mercredi, on avait les championnats, on avait les stades qui étaient ouverts. Pour pouvoir aller jouer au foot, etc. Là, on est arrivé dans une situation qui était la plus paradoxale qui soit, c'est que vous aviez des très belles installations avec des lumières, etc., mais elles étaient juste pour l'équipe de la ville. Oui. Les autres, ils n'avaient pas le droit de jouer. Oui. Alors quand ils jouaient sur des terrains en gravier où on pouvait que se déchirer les genoux, etc. et tout. Donc tout ça n'est pas fait, et donc la situation dégénère. Et pour répondre à votre question. En 1990, il y a des mobilisations de la jeunesse et en décembre 90, et dans une manifestation, j'étais là avec Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs à l'époque, et on voit apparaître du côté de Montparnasse des bandes de casseurs comme on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant. Nous, on connaissait les casseurs, ce qu'on appelait dans les années 70 les autonomes, etc. Mais là, c'était autre chose. C'était des bandes. Voilà, là, c'était autre chose. C'est des bandes de détrousseurs, de casseurs. Ils viennent pour piller, non pas pour des motifs politiques. Ah là, ils n'avaient pas de motifs politiques. Là, il n'y avait rien du tout. On revoit encore aujourd'hui dans beaucoup de manifs. Ouais, alors, mais là, ils n'avaient pas de... Voilà, c'était des bandes assez jeunes, d'ailleurs. Donc, j'ai une réunion assez longue après, parce que c'est le fameux pillage du CA à Montparnasse, voilà, où les images sont terribles. Et j'ai des discussions après avec toute l'équipe de SOS Racisme, où je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Et là, il me dit, ouais, attends, t'as pas compris, malheureusement, ça dégénère. Et donc, je demande à l'Assemblée nationale de faire un rapport sur la violence des jeunes dans les banlieues. Bon, comme je tournais un peu en rond à l'Assemblée, parce que moi, j'étais député de la majorité, mais voilà, tu peux regarder comme étant un contestataire avec Mélenchon, avec Lindemann, etc. Pour me faire plaisir, on me dit, bah, tiens, fais un rapport d'information là-dessus. Bon, et je prends à cœur ce travail,
et on se met à regarder, à enquêter, même à aller planquer dans un certain nombre de quartiers difficiles, à Marseille, je me rappellerai toujours cette nuit formidable. On est d'ailleurs accueillis par des policiers de ce qui à l'époque était la FASP, que je connaissais, et on va faire avec eux, on va regarder comment ça se passe dans les quartiers nord de Marseille. Et j'avais avec moi 2 administrateurs de l'Assemblée nationale, un monsieur et une dame, qui étaient évidemment habillés correctement, très correctement, etc. Et on découvre un monde. Oui, totalement. On découvre un monde de violence, un monde de saleté, il faut être honnête aussi. Hein, c'est-à-dire des idées totalement dégradées. Voilà. Et donc, je comprends que les choses ont muté, quoi. Je commençais à le voir déjà un peu. Dans ma circonscription où j'étais élu député, je dis ma circonscription, la circonscription dans laquelle j'avais été élu député, j'avais des quartiers très difficiles, parce que j'avais la ville de Grigny, j'avais la Grande Borne. La Grande Borne. Et j'avais déjà des signes qui m'avaient montré que... Mais il y avait des endroits où ça s'était accéléré, notamment les fameux quartiers nord de Marseille, tout le quartier du Mirail à Toulouse, etc. Bon, et puis ça commençait à gagner la banlieue parisienne aussi, quoi, voilà. Ouais. Et donc, je fais un rapport en mai 92 qui dit il y a une dérive mafieuse dans les quartiers. Attention, on n'est plus comme dans les années 80, les émeutes, parce que le mal de vivre, le mal-être, voilà, etc. C'est autre chose qui est en train de se passer. D'abord, il y a des mafias, des petites mafias, parce qu'à l'époque, c'est des petites mafias qui sont... Le trafic de stupéfiants est en train de s'installer et de gagner, et donc c'est plus la même chose, voilà. Et c'est comme ça que j'en arrive à ces problèmes, à poser le problème de la montée de l'insécurité, de la violence, et en montrant, si vous voulez, le phénomène qui est terrible, c'est-à-dire la fuite de tous ceux qui ont un peu de sous, et de tous ceux qui peuvent s'en sortir de tous ces quartiers-là. Donc l'ethnicisation qui commence de ces quartiers-là. L'archipel français. Et j'ai une cité, moi, qui était typique de ça. J'avais une cité au départ, quand j'arrive en 88, qui était considérée comme une bonne copropriété. C'était la copropriété autour de Grigny 2, voilà, qui était la 2e copropriété de France, et qui a été construite dans les années 70, mais les immeubles étaient de qualité. Vous aviez le RER à proximité, vous aviez le supermarché, voilà, vous avez des équipements, etc. Et puis tout doucement, le supermarché, c'était intéressant de voir, le supermarché commence à fermer, à se dégrader, les grandes enseignes s'en vont, le supermarché devient vraiment, le RER, le train commence à avoir des retards, voilà. Et la population, il y a une rotation de population qui est en train de s'installer. Et alors, c'est encore plus ennuyeux que, comme c'est des copropriétés, les municipalités, elles n'ont aucune prise sur ce qui est en train de se passer. Et en fait, les copropriétaires, ils vendent. Voilà, hein, ils vendent parce qu'ils veulent s'en aller. Et ils vendent de moins en moins, ils soldent, ils bradent. Et donc là, on voit arriver des familles, notamment d'Afrique de l'Ouest, hein, comme on dit, voilà, qui s'installent. Alors, ils ne sont pas méchants au départ, hein, mais il y a une forme d'ethnicisation. Et cette ethnicisation qui est en train de s'installer, elle fait peur tout autour. Bien sûr. Elle fait peur tout autour. Dans toutes les zones pavillonnaires autour, elle fait peur. Alors, voilà. Vous évoquez cette mutation. Est-ce que vous considérez, comme l'a récemment admis un autre socialiste, François Pupponi, que le grand remplacement existe ? Le grand remplacement, j'ai un problème avec cette formule, parce que, en même temps, il y a une forme d'intégration qui a continué. Voilà, on voit toujours il y a effectivement il y a une ethnicisation, une décomposition, une logique mafieuse qui s'est installée, etc. Mais je vais vous donner un exemple que je prends, qui va illustrer ce que je vais vous dire. On a pendant tout un temps expliqué que le 93 était devenu un territoire hors de la République. D'accord ? Territoire perdu. Territoire perdu. Alors regardons les villes en ce moment, ce qui est en train de se passer. Vous allez être surpris. Saint-Denis, c'est une ville qui devient une ville de bobos. Voilà. Saint-Ouen, pareil. Oui, c'est vrai, mais il y a eu de la rénovation urbaine énorme. Non, il n'y a plus que ça. Il y a une mutation. C'est-à-dire les gens, à cause du fait qu'il n'y avait plus d'habitation à Paris, voilà, il y a des populations qui sont arrivées. Donc, le fameux territoire perdu de la République, il est en train de changer, le 93. Donc, si ça continue comme ça, le 93, il va être moins terrible que d'autres départements, que ce soit le Val-de-Marne ou d'autres. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça. Je vous dis Saint-Denis, Saint-Ouen, mais allez voir Aubervilliers, allez voir Drancy. Même la Courneuve qui était considérée comme voilà. Bon, donc vous voyez, c'est pour ça que là c'est pas du grand, c'est même pas un grand remplacement, parce que d'un certain point de vue c'est toute une population, c'est vrai, qui était là et qui s'en va parce qu'elle est expulsée par la spéculation immobilière d'un certain point de vue. Et voilà, donc
Et en même temps, quand on regarde les statistiques, pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde les statistiques, eh bien, pendant un temps, et d'ailleurs on le voit sur le taux de natalité, par exemple, en ce moment, le débat qu'il y a eu, pendant un temps, ce qui a fait la force de la France dans ce taux de natalité, il faut être honnête, c'était une population immigrée forte qui faisait beaucoup d'enfants. Mais quand on regarde 2e, 3e génération, disons grosso modo la 3e génération, les populations d'origine étrangère, elles se normalisent. C'est-à-dire elles font 2 enfants, pas plus. Et puis vous avez, dans la société française, toute une partie de jeunes qui sont en train d'arriver à des responsabilités. Vous allez dans le privé, aujourd'hui, dans les entreprises privées, vous allez être surpris de voir, et d'ailleurs les entreprises privées disent souvent qu'il y a toute une génération de jeunes issus d'immigration, dont les parents étaient issus immigrés, mais qui sont en train de s'intégrer et qui sont des citoyens de plein droit. Et d'ailleurs, c'est même parfois le paradoxe, souvent, quand on regarde les votes politiques, une partie de ces gens-là, aujourd'hui, ils vont plutôt voter pour le Rassemblement national, parce qu'ils ne veulent pas être assimilés aux autres. Bien sûr. Alors, c'est pour ça que le terme de grand remplacement, la France, il est ambivalent. Et voilà, il ne marque pas là cette ambivalence-là. Mais cette ambivalence ne doit pas masquer, ce que je dis ne masque pas la réalité. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, mais qu'il y a encore des points terribles, mais les points terribles qu'on a aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a effectivement un problème migratoire, etc., mais il y a d'abord le trafic de stupéfiants. Qui est l'architecture qui est l'architecture de tout ça. Voilà, qui est l'architecture de tout ça. Qui crée une société parallèle. Qui crée une société parallèle, mais qui arrange, en fait. Si vous voulez, au bout de plusieurs années, je suis d'années de connaissance des choses, de regard, j'en suis arrivé à ce constat terrible, c'est que finalement, ça arrange les pouvoirs. Parce que comme on n'a pas mené... Parce que bon, là, maintenant, mais pendant tout un temps, on était dans une logique de chômage de masse. Alors, on a inventé les dispositifs sociaux, mais on savait qu'ils permettaient juste de maintenir la tête autour de l'eau, au-dessus de l'eau. Alors après, évidemment, on va me faire tout le truc sur la fraude sociale, je ne conteste pas ça. Mais c'était ça, en fait. Voilà, c'est des files d'attente de plus en plus longues. Voilà, mais en fait, on ne savait pas quoi faire. Voilà. Avec une école qui, en plus, était de moins en moins formatrice pour toute une partie et qui ne remplissait plus sa mission de mixité, de promotion, etc. etc. Bon, et donc, comment dire, ce trafic de stupéfiants que j'avais pointé en 92, qui va exploser. Et pendant longtemps, j'étais un prohibitionniste, moi. Voilà. Les gens qui étaient avec moi à SOS Racisme vous raconteraient que quand j'ai vu arriver, tout le monde planquait les joints. Bon, parce que d'abord, moi, j'avais la trouille qu'un jour ou l'autre, j'ai une descente de police dans les locaux de SOS et qu'on me retrouve du cannabis et qu'on dise ouais, SOS, etc. Donc, je leur ai fait tout un cours là-dessus, parce que moi, je venais de la vieille école, voilà. Et donc, alors, de temps en temps, quand j'envoyais plus des permanents dans les locaux, etc., j'allais faire un tour et j'en chopais 2 ou 3 qui étaient en train de fumer un joint, donc je m'énervais, je disais mais non, voilà, etc. Mais donc j'étais considéré comme le père fouettard. Le père fouettard. Sur ces questions-là. Mais à un moment donné, si vous voulez, j'ai constaté que ça marchait plus, quoi. Et puis surtout, voilà, donc... Or, on n'arrive pas à avoir ce débat aujourd'hui de manière calme et sereine. Vous avez les prohibitionnistes qui viennent, alors les ministres de l'Intérieur notamment, jamais perdre cette bataille, voilà, etc. Et tout. On leur dit d'accord, ok, mais regardez d'où on est parti, regardez où on en est. Si la prohibition, elle marchait, au moins, voilà, c'est pire que la prohibition des années 30 sur l'alcool. Voilà. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple, mais moi, je veux bien qu'on continue comme ça, mais quand vous avez une consommation qui est devenue une consommation culturelle du cannabis, générationnelle et culturelle, parce que c'est ça, et souvent je fais des remarques à tout le monde en disant allez dans les bonnes soirées, vous allez voir, aux odeurs, vous allez comprendre ce qui est en train de se passer, mais il faut bien qu'ils s'approvisionnent, ces gens-là. Mais bien sûr, et donc c'est la banlieue qui est le vecteur de tout ça. Ben voilà. Alors, et nous, j'avais vu, moi, en tant que parlementaire à l'époque, je voyais, moi, comment il y avait des endroits où des voitures bon chic, bon genre, venaient, faisaient le plein. Bon, alors maintenant, c'est plus comme ça, mais à l'époque, prenaient les trucs et hop, repartaient. Voilà. Bien sûr. Donc, le trafic de stupéfiants, il a été un élément structurant de la dégénérescence de ces cités. Et avec le trafic de stupéfiants, l'armement s'est mis en place. Parce qu'au départ, c'était des petits dealers, puis ces dealers, ils sont devenus des dealers professionnels, ils ont commencé à s'organiser en bandes, ils ont commencé à contrôler les territoires, ils ont commencé à jouer une guerre de territoire. Et d'ailleurs, tout doucement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le calme relatif qui règne, c'est le calme relatif voulu
par les chefs de mafia, qui savent que moins il y a d'agitation, plus ils peuvent continuer leur trafic. Alors ça, c'est pour le trafic de drogue qui, évidemment, est une clé du monde des banlieues, en fait, d'une certaine façon, était dans l'architecture qui s'est mise en place et la structure de société qui existe. Il y a quand même la question des flux migratoires. La France accueille chaque année 400 000 nouveaux immigrés légaux, 500 000 l'année dernière, je crois que c'est l'ordre du record. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, il y a un problème dans ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est-à-dire qu'il y a quand même une assimilation à la française, un modèle d'assimilation à la française qui continue, et puis une sorte des vagues migratoires qui arrivent et qui rendent justement cette assimilation impossible, ou en tout cas difficile, c'est-à-dire que on dit le modèle est en panne et qui nous pousse finalement vers du communautarisme à l'anglo-saxonne. Oui, pour une part. Parce qu'il ne faut pas le contester, quoi. Il y a une réalité comme cela. J'ai dit une ghettoisation, une ethnicisation des filières. Pour une part, c'est incontestable. Aujourd'hui, sur les chiffres, c'est très compliqué parce que quand vous prenez les chiffres officiels, les choses sont un peu plus nuancées. Mais je ne vais pas chipoter sur les chiffres. Mais le problème qu'on a, un des problèmes qu'on a eu, c'est qu'on a laissé s'installer une quantité importante d'immigrés en situation irrégulière, avec un maquis législatif et un maquis réglementaire qui fait que quand vous allez dans les préfectures, les agents même des préfectures s'y perdent. Voilà, parce qu'on a changé les lois, et donc il faut être né en France, mais pas né, machin, le père, la mère, le truc, etc. Les lois ont changé sans arrêt. Et on a eu un phénomène qui était simple, c'est-à-dire vous aviez, pendant un temps, ça a duré pendant presque 20 ans, vous aviez des stocks, je m'excuse d'employer ce terme-là, mais des stocks d'immigrés clandestins qui, par ailleurs, pour une part d'entre eux, étaient des travailleurs clandestins. Voilà. Et on a laissé faire. Voilà. Et puis, quand ça commençait à faire un peu trop, hop, on faisait des vagues de régularisation. Donc, ces vagues de régularisation, elles étaient un appel d'air à ce que d'autres viennent. Bien sûr. Donc, oui, ça s'est passé, ça continue un peu moins, parce qu'il y a moins les vagues de grande régularisation qu'il y a eu dans les années 2000. Politiquement, voilà. Ça devient difficile à faire. Et donc, après, oui, il y a ça, avec un détournement des procédures du droit d'asile. Ça, c'est vrai, mais qui est un détournement où une partie des professions juridiques ont trouvé un créneau. Oui, bien sûr. Vous avez aujourd'hui vous avez plein d'avocats qui ont trouvé les failles et prennent les dossiers, et souvent les gens... Voilà. Et alors, malheureusement, comme vous êtes dans cette situation irrégulière, vous avez une partie de cette immigration irrégulière qui, elle, a basculé dans la délinquance, dans la violence, pour une part. Mais en fait, vous verrez bien, quand on regarde les statistiques, c'est pas tellement des irréguliers, qui sont les plus... Il y en a quelques-uns, qui meublent, etc. Mais il y a aussi plein de gosses qui sont nés sur le territoire français, et ça, c'est le phénomène... qui est un phénomène qu'il faut travailler, il faut y réfléchir, c'est que vous avez, d'habitude, vous avez 1, 2, 3 générations, le phénomène d'intégration découlé dessus. Quoi. Mais là, ça se fait plus. Et là, maintenant, c'est pire. Là, c'est pire, c'est que c'est souvent les 3e ou 4e générations. C'est-à-dire que les parents, ils sont encore en lien, excusez-moi, avec le bled, avec le pays d'origine, etc. Mais les parents, en général, ils sont tranquilles. Voilà. Les mamans sont des mamans formidables, les papas, ils ont travaillé, etc. Les frères, souvent, eux aussi, ils sont intégrés, ils ont progressé. Et puis, vous avez les petits frères derrière. Et là, il y a une sorte de rejet avec cette population qui est très compliquée à gérer maintenant, qui est ni française, voilà, qui est dans le rejet total, ni algérienne, ou etc., qui se revendique d'une identité qui n'est pas vraie, parce que la plupart du temps, quand ils retournent dans leur pays, les autres les regardent en disant « mais t'as rien à voir avec nous ». Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est un phénomène nouveau, et c'est ça qui pousse aussi à cette forme de délinquance qui s'est installée, d'une voyoucratie, avec des choses qui sont quand même qui sont nouvelles. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui des entrepreneurs. Oui, bien sûr, un business de plus en plus... Vous avez un vrai business. Ouais. Vous allez
dans les Émirats, Bien vous sûr. allez dans quelques États, vous allez voir les maisons qui se construisent, et ils sont là. Ouais. Donc après, c'est les petits, parce qu'ils ont compris le dispositif juridique. Le dispositif juridique, c'est que les mineurs, ils vont être condamnés, mais pas grand-chose. Voilà, parce que, voilà. Et donc, c'est les petits qui font le trafic. Bon, eux, ils s'occupent de l'approvisionnement. Bon, alors ils supervisent l'approvisionnement. Hein, il y a les marginaux qui sont employés pour ça. Puis après, voilà. Alors après, il y a un phénomène qui se rajoute à ça, qui est un phénomène nouveau, extrêmement dangereux d'après moi, ces dernières années, c'est qu'il y a une substitution dans le trafic du cannabis à la cocaïne. Et là, on rentre dans autre chose. Voilà. Parce que là, on voit maintenant que, autant le cannabis, oui, c'est vrai, on voit à peu près les pays d'origine, etc. et tout, la cocaïne, c'est des liens qui sont établis avec les narcotrafiquants d'Amérique latine. Oui. Et il y a tout un circuit, on sait maintenant, qui s'est établi d'ailleurs, qui est un circuit très compliqué, hein, mais qui passe pas, où ça passe de l'Amérique latine, ça arrive en Afrique, et ça revient en Europe. Ouais. Voilà. Et là, on est dans autre chose. Voilà. Par les masses financières que ça génère, par le type de gens qui sont dans ces trafics, par la violence et les règlements de compte sans arrêt qui ont lieu, les guerres de territoire. Et c'est pour ça que moi, ma position personnelle, c'est de dire il vaut mieux lâcher le cannabis, c'est-à-dire il faut légaliser, pas simplement dépénaliser, parce que ça ne sert à rien, il faut légaliser, il faut le contrôler en le légalisant, pour d'abord lui redonner, je dirais, de contrôler la production, parce que les trafiquants de cannabis, ils l'ont modifié, le cannabis. Le cannabis d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le cannabis d'il y a 15 ans. Ils ont mis beaucoup de produits chimiques, etc. Les laboratoires travaillent, etc. Il faut bien contrôler tout ça. Il faut faire d'énormes campagnes, comme le font certains pays, d'éducation, parce qu'on ne fait pas d'éducation. Voilà. On fait des éducations en disant qu'il ne faut pas sur l'alcool, et on explique les méfaits, mais sur le cannabis, on dit c'est pas bien. Voilà. Bon, donc je pense qu'il faudrait plutôt, dans les écoles, à la télévision, etc., montrer les dangers, parce qu'il y a des dangers thérapeutiques réels, etc. Bon, voilà. Hein. Et mener cette bataille-là, et concentrer toutes nos forces dans une coopération internationale qu'il faut monter, parce que c'est pas que des réseaux français, dans la lutte contre le trafic de cocaïne et maintenant de drogues chimiques aussi. Oui, bien sûr, avec la méthamphétamine et le crack et autres. C'est là, d'après moi, où il faut concentrer la bataille. Alors, je pense qu'on peut la gagner parce que les effets thérapeutiques ne sont pas les mêmes. Voilà. Je veux dire, alors après on me dit oui, le cannabis, etc. Mais moi je connais des centaines de gens qui ont fumé des joints puis qui ont arrêté un jour et ils sont pas devenus débiles à cause de ça. Vous pensez réellement, sincèrement, qu'en le rendant légal le cannabis, on va faire effondrer les prix et donc pénaliser le marché? Oui. Parce que le cannabis, c'est la moitié des drogues vendues en France. Oui, mais c'est en train de bouger. Sur les 3 milliards d'euros que rapporte ce marché de la drogue. Le marché de la drogue, c'est plutôt 10 milliards que plutôt 10 milliards. Ah bon, je parle des chiffres officiels. Mon sentiment, c'est que c'est plutôt 10 milliards. D'accord. Oui, je pense qu'on va... et puis surtout, les policiers, on va leur donner des objectifs concrets, parce que sur le cannabis, ils sont perdus, les pauvres. Voilà. Alors, le fumeur, on le pénalise, mais on le pénalise pas. Mais ils savent eux-mêmes. Et la vérité, c'est générationnel. Il y a aussi plein de policiers, notamment qui sont en première ligne. C'est pas méchant ce que je vais dire, je les respecte, hein, mais ça ne gêne pas de fumer un soir un joint. Quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ça, c'est l'évolution de la société. Je voulais revenir sur... Mais par contre, sur la cocaïne, les effets thérapeutiques sont catastrophiques, parce que les gens qui prennent ça se prennent pour... C'est aussi ça, hein, la violence, et ils se prennent pour des... Ah bah oui, ça décuple... ça décuple... Ça désinhibe. Voilà, désinhibe, etc. Ouais. Mais après... moi j'ai pu discuter avec des cocaïnomanes, au bout il y a un moment donné où il y a une addiction, et l'addiction là, elle détruit, hein, voilà, physiquement. Je vais revenir sur la question migratoire, puisque c'est notre thème. Est-ce que, et je vous posais une question volontiers un petit peu provocatrice, est-ce que finalement, ce Le Pen que vous aviez combattu en montant SOS Racisme, qui était à l'époque la personne qui avait, disons, mis en garde sur les dangers de l'immigration, est-ce que finalement il n'avait pas un peu raison? Est-ce qu'il y aurait peut-être eu moyen d'écouter ce que disait ce peuple français qui le soutenait à l'époque, plutôt que de le combattre comme ça a été fait, ou de l'ostraciser? Non, le problème, c'est pas qu'il avait raison, c'est que nous, ce qu'on a combattu, c'était les discriminations et le racisme. Voilà. Et ça existait.
Il y avait, dans les années 70, le fait d'être noir ou d'être musulman pouvait vous conduire à vous faire casser la gueule, et puis même il y a eu des crimes racistes qui ont marqué, quoi. Alors il y a aussi aujourd'hui des choses, mais on n'est plus dans le même état des lieux, comme on dirait l'autre. Moi, je crois qu'il y a une faute politique, mais la faute politique, c'est pas de désigner l'immigré comme le bouc émissaire. La faute politique, c'est de ne pas avoir mis en place, comme il fallait le faire à un moment donné, une régulation drastique des flux migratoires. C'est la fameuse phrase qui aurait dû marquer un tournant. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà. Donc il aurait fallu dire on va accueillir moins, mais mieux. Et pour ça, il aurait fallu mettre en place un partenariat intelligent avec les pays d'origine, ce qui n'a jamais été fait. Voilà. On croit simplement, on garde un rapport néocolonial avec ces pays. On croit qu'on va leur donner de l'argent, et comme ça, ils vont nous aider. Mais à chaque fois, ils prennent l'argent, ils ne nous aident pas beaucoup. Voilà. Donc, il faut concevoir autrement les choses. Voilà. Et c'est pas, malheureusement, c'est pas la voie que ça a pris. Donc, il y avait, je dirais, il y avait une politique qui aurait dû être plus sévère sur voilà, ne pas laisser s'installer cette quantité de gens en situation irrégulière. Voilà. Et donc avoir la capacité de reconduire la frontière. C'est pour ça qu'à partir de 93-94, vous pouvez en retrouver la trace dans les débats parlementaires, j'avais repris à mon compte, moi, personnellement, la notion de quota. Parce que je pensais que la notion de quota, j'avais eu un débat avec Charles Pasqua à l'Assemblée nationale, parce que le premier, il faut être honnête, qui en a parlé, c'était lui. Puis quand il est ministre de l'Intérieur, il ne le met pas en pratique. Et donc je viens de manière un peu irrespectueuse, même si, en lui disant, mais pourtant vous aviez une bonne idée et vous ne la mettez pas en pratique. Vous continuez avec qu'il soit des lois qui sont inutiles et inefficaces. C'était ça ma formule. Voilà. Et on avait parlé après. Il m'avait dit, je ne m'attendais pas à ce que vous me preniez à contre-pied. Et j'ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas? Parce que vous ne vous rendez pas compte, vous verrez quand vous allez à l'administration, etc. Moi, je maintiens, mais ça a été un débat terrible à gauche, le fait de dire ça m'a fait traiter je me suis pris le terme de gauche barbelée. Et je me rappelle de plusieurs des réunions, je vais vous donner un exemple de mémoire, des réunions du Bureau national où le fait que j'évoquais la question des quotas amenait à des listes d'inscrits pour prendre la parole, pour me dire tout pique-pendre de cela, en me disant mais non, c'est raciste et machin, etc. Et qui va fixer les quotas, etc. Et moi j'ai dit c'est simple, les quotas, on va dire, il y a une part qui correspond au marché du travail. Parce que de toute manière, il y a une part qui correspond au marché du travail. Parce que il y a aussi toute une partie de l'immigration clandestine qui fait les cueillettes, qui fait les chantiers, qui fait les... Voilà, et vous avez aujourd'hui des dizaines et des dizaines de gens, moi j'en ai dans les dossiers, qui ont leur fiche de paye, qui payent toutes les trucs, comment dire, tous les trucs sociaux, qui cotisent, mais qui n'ont pas de statut légal. Dans un système aberrant, quoi. Voilà. Et il y a très peu, combien il y a eu de chantiers qui ont été fermés parce qu'on a trouvé que il y avait que des travailleurs immigrés. À chaque fois, on a eu vous allez voir un ou deux, puis c'est fini. Voilà. Et maintenant, vous avez même une situation qui est encore plus paradoxale, c'est que vous avez toute une série de restaurateurs ou de gens d'un certain métier de bouche, etc., qui disent nous, on n'a plus personne. Voilà. Alors, ça va revenir, l'été arrive et vous allez voir. Et pareil sur les... Et d'ailleurs, c'est ça ce que fait Darmanin quand il dit on va être obligé, voilà, dans le bâtiment. Alors évidemment, le Rassemblement national va dire, pour une part, il n'a pas totalement tort. Je le pense aussi. C'est qu'à partir du moment où tous ces métiers sont mal payés, évidemment, ceux qui ont fait un peu d'études, etc., ils n'ont pas envie de faire ça. Bien sûr. Et ils ont envie de faire autre chose. Voilà. Et alors après, oui, il y a tout le système, les prestations sociales, etc. et tout. Bon, voilà. Alors, dernier point pour conclure. Un autre socialiste, ex-ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a dit cette phrase, depuis célèbre lors de sa passation de pouvoir, quand il a quitté son ministère, il a dit « Nous avons vécu côte à côte et peut-être nous serons demain face à face ». Vous croyez à la possibilité d'une guerre civile en France ? Mais non, parce que je vous ai raconté ce qui est en train de se passer. Je crois par contre qu'il y a une communautarisation qui est en cours, ça c'est vrai. Ouais. Quand on voit ce qui se passe à Mayotte. Oui, mais Mayotte, c'est pas. C'est quand même un petit. Non, c'est pas une petite France, parce qu'il y a une proximité avec les Comores. Il y a un travail qui n'a pas été fait. Je vous donne un exemple très intéressant sur Mayotte et les Comores.
Les Comoriens, quand ils sont malades, ils n'ont pas d'hôpital. Oui. Donc ils prennent le bateau, ils vont à Ils vont à Mayotte. Mayotte, oui. Pourquoi la France n'a pas aidé justement à construire un hôpital? Je crois qu'il y a une sorte de méfiance qui s'est installée. Voilà, Enfin, il y a mais eu je des veux dire, choses qui oui, n'ont pas eu lieu. c'est ça que j'appelle une À la base, collaboration je dis pas intelligente. la France est absolument pas innocente à la base. Non, mais ce que je veux dire, Mais- c'est ça que j'appelle une collaboration intelligente. Alors après, on va dire, ah ben non, c'est pas possible, etc., etc. Moi, je suis pas en train de vous dire c'est une responsabilité coloniale, etc. Mmh. Mais il y a un travail qui a été très mal fait. Mmh. Voilà. Ou qui n'est pas fait du tout. Voilà. Il y a plein de bonnes intentions, mais après, pratiquement, ça marche pas. Voilà. Donc, la guerre civile, non, des tensions. Et guerre On civile, a vu quand même des affrontements entre des bandes tchétchènes et des Maghrébins dans la ville de Dijon. Oui, Il y a 2 ans. non, mais il y a des phénomènes qui sont des phénomènes inquiétants et qui sont très inquiétants parce qu'ils révèlent les tensions qui existent dans la société française aujourd'hui de par cette communautarisation qui s'est installée. Est-ce que ça va conduire à ce que deux France se constituent, une blanche, bien blanche, et de l'autre je ne crois pas à ça, par contre. Voilà. Mais par contre, que les tensions vont exister avec ces bandes, etc. Oui, si rien n'est fait dans les mois, les années à venir, et s'il n'y a pas un dispositif. Mais attention, encore une fois, il faut un dispositif global. La grande erreur qui a été commise ces 30 dernières années, c'est qu'au lieu d'avoir un dispositif global avec une cohérence, je vous prends un exemple très simple, vous allez comprendre. Dans la lutte contre les trafics de stupéfiants, à un moment donné, on avait mis en place une coordination entre tous les services. J'ai oublié le nom, mais il y avait les impôts, il y avait la police, il y avait les travailleurs sociaux, etc. Et il y avait un échange d'informations qui permettait de repérer les choses. Bon, ça a duré 2 ans. Et puis après, chacun est parti chez soi. Donc, dans les trafics de stupéfiants, les pauvres policiers, ils sont souvent à l'aveugle. Or, les mouvements financiers, l'étude des mouvements financiers, c'est important. Bien sûr. Mais de la même manière qu'il suffit simplement de se balader aussi dans un certain nombre de quartiers. Et si on avait un peu plus de travailleurs sociaux, etc., on sait ce qui se passe. Et voilà, mais ce travail, il n'est pas fait. Voilà, il n'est pas fait. Et alors, je ne parle pas de ce qui se passe dans l'éducation nationale et de le fait que l'école, qui aurait dû être un énorme... Nous, on a été la génération qui disait aux jeunes, va à l'école, travaille et tu t'en sortiras. Et pour une part, c'est pour ça que je vous disais, il y a des jeunes... Pour une part, il y a toute une génération qui y a cru. Et c'est celle que vous retrouvez aujourd'hui dans les banques, dans les assurances, dans la communication, etc. Et tout. Et aujourd'hui, c'est possible. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est possible de réamorcer cette machine à intégrer. Mais avant, c'était l'ascenseur social, l'ascenseur républicain. Oui, d'accord, mais alors, si on ne fait pas ça, on fait quoi? Parce que ce qui est intéressant, et c'est pour ça que moi je trouve que l'exemple italien est intéressant, là, dans les mois qui viennent, et que dans les semaines qui viennent de s'écouler, et que M. Darmanin, par sa précipitation, a gâché. C'est que Mme Mélanie, elle est arrivée avec un programme qui était équivalent au programme du Front National d'un certain point de vue. Bien sûr. Et elle n'y arrive pas. Ouais. Elle constate qu'elle n'y arrive pas toute seule. Et c'est le débat qu'il faut avoir. Moi, je veux bien qu'on vienne me dire il n'y a qu'à Faucon. Mais une fois qu'après, il y a une réalité et qu'on est aux affaires, aux affaires du pays, dans la gestion, on voit que c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une politique globale qui doit être à la fois de casser ces ghettos. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je ne crois pas une seule seconde, d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs, sur le fond, ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, au début, dans les années 2000, je me rappelle, on avait un préfet qui était formidable, il disait, bon, on va rééquilibrer sociologiquement les choses dans les quartiers. Donc, pour être brutal, on va faire revenir du petit blanc. Voilà. Mais il n'y a pas un petit blanc qui va vouloir revenir dans ces quartiers-là. Voilà, personne. Alors après, on a dit, on va prendre des fonctionnaires, des jeunes fonctionnaires, y compris, on a été loin, même nous, on disait, on prend des jeunes fonctionnaires de police, de l'administration pénitentiaire, etc. Mais heureusement, les pauvres, ils ne voulaient pas, parce que c'était dramatique pour eux. Voilà. Et comment on fait dans ces cas-là? Il faut détruire, il faut raser. Il y a des cités entières où il faut les raser, reconstruire des petites unités. Et dans ces petites unités, il faut avoir des écoles de qualité, il faut avoir des équipements collectifs de qualité pour encadrer tous ces jeunes. Refaire un ministère de la ville, mais avec des fonds, avec une capacité de... Mais des fonds, il y en a eu plein. Ouais, il y a eu le plan Borloo. Voilà, il y en a eu plein, mais jamais au bon moment. Il y en a eu, ça c'est vrai, quand on nous dit, mais la politique de la ville, on a beaucoup rénové.
On a mal rénové souvent. Voilà. Donc il faut une politique cohérente. Et la question scolaire et la question éducative, elle est essentielle. Mais je vous prends un exemple. On n'enseigne pas pareil dans un beau quartier que dans un quartier de la grande bande. Ça ne veut pas dire que les élèves de la grande bande sont des mauvais élèves, mais le degré d'attention, le degré voilà, il change. Donc il faut avoir des pédagogies qui soient différenciées, mais pas par mépris, mais pour les permettre de les remettre à niveau, pour qu'ils aient envie. Mais là, quand vous faites... Je vais prendre un autre exemple, la formation professionnelle. Voilà. Il y a eu un moment donné où on s'est rendu compte que la formation professionnelle, on pouvait la qualifier, la requalifier, c'est-à-dire mettre en place des vraies filières de formation. C'est-à-dire, moi, ma génération, quand on allait au CET, c'est qu'on était un mauvais élève et voilà, basta. Hein, ça s'appelait ça, les CET, etc. Puis on s'est rendu compte que ça ne devait pas être l'endroit des mauvais élèves, qu'il y avait plein d'élèves qui pouvaient, à partir de là, à partir d'un enseignement pratique, trouver un métier. Excusez-moi, mais aujourd'hui, il y a des métiers... aller chercher un maçon, un plombier, on méprisait les chaudronniers, etc. Mais aujourd'hui, c'est eux qui gagnent leur vie. Hein. Je peux vous dire par rapport à un fonctionnaire. Voilà. Donc, ces métiers-là, il faut les requalifier, il faut les valoriser. Donc, on a mis en place les bacs pro, les filières. Voilà. Et c'est l'inverse qui est en train de se passer. Maintenant, on va à nouveau commencer à dire dégagez de l'éducation nationale, partez en stage. Les stages à 14 ans, on a compris ce que ça veut dire. Hein. Oui, tout à fait. Julien Drey, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Voilà. Pour nos auditeurs d'Omerta et nos abonnés, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Grand Entretien. Bonne soirée. Ta tête cognée sur les rochers, ding, ding, poussée par les vagues de la jetée, ding, ding. Ton corps suivait tout relâché, ding, ding, tout nu comme un nouveau-né, ding, ding. Tu voulais regagner la terre, ding, ding, comme autrefois les mammifères, ding, ding. الفرنسيين ما يعطونا خير. Mais ces derniers étaient vivants. Ding, ding. Pour toi, il n'en est plus question. Ding, ding. Yeah, I was pregnant with Miriam because of rape.